Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture spécial SP, service presse, puisque j'en ai lu 4. Donc oui, il n'y aura pas 5 livres exceptionnellement. De toute façon, je vais déjà bien galérer avec 2 d'entre eux. De Guillaume Pernin, Le Destructeur de livres et autres nouvelles, aux éditions Trésor du Dragon, que j'ai eu... c'est le dernier que j'ai lu en fait. Je l'ai fini la veille, hier soir en fait. Et honnêtement... c'est la première fois où sur un livre j'ai fait exprès de mettre la barre un peu plus haut que par rapport à ce que j'attendais. Je l'ai fait exprès et j'ai bien fait parce que je me suis quand même pris une sacrée claque. Je m'attendais pas à un style d'écriture comme celui-là, c'est un style qu'on trouve rarement, je trouve, de nos jours. Et je trouve ça dommage, c'est un style d'écriture que j'aime beaucoup. Euh, on sent que ce monsieur doit avoir l'habitude d'écrire, je pense. Les nouvelles sont toutes... alors l'intérêt premier de ce livre, c'est le mélange des genres. Chaque nouvelle est un mélange de genres habilement fait, très très bien fait à chaque fois, très subtil. Euh, En plus de ça, je pense, je dis ça, je dis rien, mais ça c'est la petite remarque personnelle, je pense qu'il doit adorer l'eau. D'ailleurs la couleur bleue déjà, voilà, mais il doit adorer l'eau parce qu'il y a quand même 2 nouvelles où ça se passe au bord de la mer. Il y en a une où il y a de l'eau qui apparaît. Il y en a une autre, ah ça se passe aussi au bord de la mer, et enfin une partie. Et la première par contre je ne sais plus. Je sais qu'il y a un passage avec de l'eau, mais c'est pour... ouais. Mais je pense qu'il doit avoir un rapport avec la mer ce monsieur. Euh, Outre la petite voilà, aparté comme ça. Sinon sur le reste, très franchement, je me suis pris une énorme claque. La première nouvelle, Le Destructeur de livres, c'est ça qui m'avait intriguée. Pourquoi un monsieur qui est en plus professeur dans la vraie vie écrit une nouvelle sur un destructeur de livres? Alors c'est de la dystopie science-fiction. Dystopie par rapport aux destructeurs de livres, la censure, etc. Je pense que vous l'avez très vite deviné. Et science-fiction parce qu'en fait le destructeur de livres dont il est question voyage sur différentes planètes. Ça c'était vachement bien fait parce que c'est glissé comme si c'était normal. Je veux dire, on se rend même pas forcément compte, on lit le mot planète, oui d'accord, on passe. Et en plus il a un style d'écriture qui est très prenant. J'ai eu du mal à poser le livre, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu un livre en 2 fois, on va dire 2-3 fois parce que je l'ai pas lu d'une traite, mais franchement je l'ai lu très rapidement, que ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Sinon, il y avait La Tour d'Ivoire, un conte féministe fantastique. Conte parce que c'est une princesse qui est censée se marier, mais son père veut qu'elle soit avec quelqu'un dont elle est amoureuse. Sauf que elle s'est mise... elle veut pas se marier au début, elle est à fond sur tout ce qui est scientifique, la création, enfin, l'invention, la lecture, enfin des trucs très scientifiques. Elle a un cerveau quoi. Et à côté de ça, elle va se mettre au bout d'un moment en tête l'idée d'avoir effectivement un époux, sauf que elle s'est mis en tête un truc très précis. Elle sait ce qu'elle veut. Ça change quand même, elle est butée, têtue comme une mule, mais j'ai adoré ce personnage, elle m'a fait doucement rire. Et en même temps, ouais, enfin j'ai beaucoup aimé cette nouvelle, elle était franchement chouette. Le côté féministe parce que justement ça change des contes de princesses et Blanchet, genre un jour mon prince viendra. Non, là c'est elle qui va le chercher. Ça change. Ensuite, Disparition subite. Alors celle-là, je tire mon chapeau imaginaire à l'auteur parce que franchement, me faire lire ce genre de choses, moi qui déteste ça parce que je sais que je vais flipper comme une malade et que après je vais faire des bonds de 3 km de haut, bah là ça va pas louper, mais le pire c'est que en fait c'est une nouvelle horreur, thriller, fantastique, enfin science-fiction même, on peut dire science-fiction. Et en fait, il se trouve que normalement je lis pas de l'horreur. J'en lis pas, ou je lis de l'horreur de base enfant quoi, enfant ado, mais pas plus. Et là c'est de plus. Et en fait j'étais tellement à fond dedans que j'ai pas fait, je me suis coupée du monde et en fait à un moment donné il y a un sac qui est glissé juste à côté là, parce que je mets mes sacs en dessous de la table basse, j'ai pas beaucoup de place. Le sac a légèrement glissé juste un tout petit peu. J'ai fait un bond, mais un bond. Ma meilleure amie m'a envoyé un SMS, mon portable a sonné, c'est la sonnerie que j'ai toujours quoi. J'ai eu la trouille de ma vie, j'étais à moitié morte de rire. Mais en même temps, j'étais à me dire, mais tu m'embêtes, je suis en train de lire, je veux finir cette nouvelle quoi. C'est là où on sait que c'est un bon livre. Il a réussi à me faire lire un truc que je lis pas. Et jusqu'au bout en plus. Et
Et je trouve que c'était une excellente idée. Et la fin est très très bien trouvée. Les fins sont très bien trouvées d'ailleurs. Les réflexions faites aussi sont très très bien faites. Justement. La plage de Renouveau, c'est un récit de vie fantastique. On suit une jeune femme qui a une quête vis-à-vis d'elle-même, on ne sait pas trop. Et je dis pas comment que ça va se finir, mais je pense que c'est par rapport au passage de l'enfance à l'adulte. Je sais pas trop si c'est ça. J'imagine que ça doit être ça, mais se chercher soi-même aussi, chercher à ce qui on est, ce que l'on veut être, ce genre de choses. Je suis pas sûre. C'est celle où j'ai un gros point d'interrogation en fait. Je pense avoir compris le but de l'auteur, mais je ne suis pas sûre. Je pense que c'est le genre de nouvelle qu'on interprète vis-à-vis de soi-même par rapport à son propre vécu. Je pense. Mais c'était vachement bien écrit vu que je l'ai lu aussi d'une traite. De l'autre côté du miroir, c'est un homme qui se souvient de quelque chose qu'il a vécu enfant par rapport à un miroir ancien, et il a fait certaines expériences, il y a du fantastique dedans, des mondes parallèles. De l'autre côté du miroir, si vous pensez à Alice au Pays des Merveilles, ça n'a rien à voir. On pourrait penser, mais non. J'ai bien aimé la réflexion qu'il fait sur le fait de faire attention à ce qu'on fait, et c'est bien de vouloir faire des expériences, mais attention aux conséquences de ses actes, surtout. C'était très très bien écrit, très bien fait aussi. Le petit bout personnage central me fait profondément sourire. C'est le genre de gamin qu'on en envoie beaucoup en fait. Il sort pas de l'ordinaire pour autant. Et enfin, Coquille, c'est de la dystopie science-fiction. Et alors là, franchement, comment l'auteur peut me faire plaisir à ce point-là. Coquille est une jeune femme qui, adolescente, s'est découverte, comment on dit ça déjà, stérile. Et sauf que dans ce monde futuriste, être stérile, ça veut dire que tu ne sers strictement à rien à part à assouvir les désirs de ces messieurs. Et Coquille apprend très vite à se défendre et à se protéger, et elle va très très loin. J'avoue que les passages où elle en met plein la tête à ces messieurs, j'avoue avoir jubilé, hein, on va pas se le cacher. Mais paradoxalement, elle est aussi le seul espoir pour que ce monde puisse reprendre sa course, que les choses puissent... On comprend vite qu'il y a quelque chose de particulier avec cette jeune femme. Il y a un truc qui sort de l'ordinaire. Quand bien même elle est bannie par les autres parce que justement elle est stérile, qu'elle sait tellement bien se battre qu'il n'y a personne qui peut la battre. Du coup, elle est vue comme une sorcière ou un démon ou ce genre de choses. Enfin, voilà. Et j'ai beaucoup aimé comment les choses se passent, se présentent. On est dans un monde futuriste, certes, mais l'auteur nous ramène au fait que nos jours, nous, on sait comment ça se passe. Elle le sait pas. Du coup, il y a des explications, il y a un rapport avec le futur, son futur à elle, donc le futur encore plus loin, et le passé. Et j'ai beaucoup aimé le fait que ce soit passé, présent, futur. J'espère que j'ai été assez claire là-dessus. Enfin bref, c'est un recueil de nouvelles excellent. J'espère qu'il nous sortira d'autres choses, parce que je vais le suivre de très près, ce monsieur. Il a un vrai talent de conteur, il a une écriture comme on en voit rarement. Je vais être franche là-dessus, j'ai rarement lu quelque chose comme ça. Alors oui, il y a un moment, il y a une nouvelle, c'est pinaillé, honnêtement c'est pinaillé. Il y a une nouvelle où il avait mis une phrase, une autre, puis il a remis le même type de phrase après. Je pense qu'il s'est vraiment mis dans la peau du personnage. Je pense que c'est vraiment ça en écrivant. Ça se ressent d'ailleurs. Il y a quelque chose, très franchement. Donc je le remercie infiniment de m'avoir fait confiance, et s'il veut m'envoyer ses autres bouquins, avec plaisir, parce que là je me suis pris une énorme claque. Ensuite, La petite cueilleuse de perles de Hélène Gloria est illustrée par Victorine... C'est quoi ce nom, Schwebach, je sais pas, aux éditions Le Verger désespéré, que voici. Désolée pour la prononciation. Il y a des illustrations, comme là. C'est pas ma préférée, honnêtement. Mais honnêtement, ce livre, c'est avec Babelio que je l'ai eu. Je l'ai choisi pour une simple et bonne raison. On y parle des plongeuses japonaises traditionnelles, qui sont malheureusement beaucoup plus très nombreuses. Pourtant, c'est un métier où seules les femmes
auxquelles seules les femmes ont accès. Et il se trouve qu'ici on suit Fouki, qui est une des plongeuses, elle a 15 ans. Elle est victime de harcèlement de la part de ses camarades. Elle comprend pas d'ailleurs pourquoi parmi ceux-là elle se trouve son meilleur ami. Et il va se passer plein de choses, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais ce que j'ai adoré dans ce livre-là, c'est que, outre le harcèlement scolaire qui est présent dans tous les pays du monde, mais au Japon, ça peut aller beaucoup plus loin, outre ça, on vous parle aussi de la culture japonaise, on vous présente le métier de hama, plongée japonaise, l'implication que ça a dans la société japonaise, le mélange modernité traditionnelle. On vous présente tellement de choses et c'est pour une fois qu'un livre jeunesse ne prend pas son lecteur pour un idiot et écrit avec justesse, donne des précisions, utilise du vocabulaire du Japon, sans que ce soit non plus trop lourd à lire. Au contraire, il y en a un ou deux par-ci par-là, mais ça s'arrête là. Mais honnêtement, mais ça m'a fait un bien fou. Et je me souviens quand je l'ai reçu, ma mère m'a dit mais fais pas, n'en attends pas trop non plus quoi. N'oublie pas que c'est un jeunesse. Et ben, je vais vous jurer que pour un jeunesse, j'ai trouvé très complet, très détaillé. Les recherches ont été vachement bien faites. Je trouve qu'il y a un vrai respect de la culture japonaise dedans et ça se ressent. Il y a des détails qu'on voit pas souvent. En plus, les plongées japonaises traditionnelles sont très peu représentées dans la littérature, je trouve. Je trouve ça dommage pour un métier qui est aussi important au Japon, qui représente un passé assez important quand même, parce que bon, voilà quoi. C'est parce que en fait les femmes au Japon sont censées rester, enfin, vous voyez le stéréotype de la femme derrière les fourneaux à s'occuper des gamins. Les plongeuses traditionnelles c'est l'inverse, c'est généralement monsieur qui reste à la maison ou monsieur va peut-être donner un coup de main mais il peut pas plonger lui. Et justement j'ai bien aimé ce côté légèrement féministe qui dit clairement bah oui mais un homme, quand une femme dit à un homme je vais t'apprendre, ah l'homme non, je préfère demander à un homme. Mais voilà, franchement, il est chouette, je peux que vous le recommander. Il est d'une beauté. Je sais que le prix pourrait refroidir, mais franchement, il en vaut la peine. Très franchement. J'étais plus qu'étonnée. Et c'est là on va passer au livre compliqué. YOLO. Okami, naissance d'une divervelle de Gigi Venet. C'est l'autrice qui m'a contactée pour me le proposer, et très franchement, elle a bien fait. Premier gros point à dire, c'est que la police d'écriture est faite pour les personnes dyslexiques. J'ai trouvé ça formidable. Le deuxième point, c'est que ce livre est très 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 atypique. Elle m'a aussi donné une petite leçon quand même au passage, parce qu'en fait je pensais connaître les Okami, et pas du tout. En fait elle m'a rappelé ce que c'était réellement qu'un Okami. Moi je ne m'en souvenais pas du tout. En fait, on est dans un monde parallèle dans lequel Batinta se fait avaler par un dragon, elle va se faire recracher par ce même dragon, et elle va se faire appeler après Charlie. Sauf que Charlie va garder la noirceur de Batinta. Donc il va se passer plein de choses, il y a ce côté, il y a un aspect très sagesse, très réflexion sur la vie, sur comment on se doit se comporter, etc. en tant que Divervelle, puisqu'elle devient une Divervelle. Sauf qu'elle a son franc-parler, Charlie, elle a sa façon de fonctionner à elle, et que c'est pas forcément en accord complet avec les directives des Divervelles. J'ai aimé aussi le fait qu'il y ait d'autres choses autour qui soient présents. Il y a les dragons qui sont là, effectivement. Il y a les sapiens, donc les sapiens, je crois que vous avez compris. Il y a des loups aussi, à un moment donné, et j'ai adoré d'ailleurs les loups. Franchement, je les ai adorés. Et à un moment donné, tout le long du livre, je me dis, mais on est dans quel monde? Je comprenais pas dans quel monde je voyageais. Après, c'est pas gênant. Honnêtement, moi, ça m'a pas gêné. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais on est dans quel monde? Jusqu'à un passage qui a répondu à ma question. Et c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans un monde parallèle. Parce qu'à un moment donné, elle retourne dans le monde, le nôtre en fait. Et pour diverses raisons que je ne donnerai pas. Mais j'ai beaucoup aimé la quête qui est présente, qui paraît peut-être très floue, mais en fait, plus vous lisez, plus vous avez d'informations, plus ça s'éclaircit, et mieux c'est. Et j'ai beaucoup aimé cette lecture qui est franchement intéressante, très très intéressante. Et d'ailleurs j'ai été étonnée parce que l'autrice, quand j'ai rendu ma chronique, qu'elle l'a lu,
elle était étonnée que je donne globalement le même avis que tous ceux qu'elle a eu. Donc, sans les avoir lus en plus. Parce que moi je lis pas d'autres chroniques, sauf si je galère à écrire une chronique, peut-être quand je sais qu'une blogueuse a eu à peu près le même avis que moi, quelquefois je vais voir ce qu'elle a écrit pour savoir mettre le doigt sur ce que j'ai envie de dire mais que j'arrive pas forcément à me formuler. C'est rare que je le fasse, là non, je l'ai pas fait du tout. Mais ça l'a rassurée et moi aussi, forcément. Et franchement, c'était une chouette lecture. J'ai beaucoup aimé Charlie. Elle est très intéressante comme personnage, très ambivalente, très... Ouais, il y a un truc de très très intéressant. Le personnage qui l'accompagne aussi, dont j'ai oublié le nom, aussi m'a beaucoup plu parce qu'il parle pas beaucoup. Mais le peu qu'il est là, on le sait qu'il est là, en fait. Il a une aura comme ça, c'est intéressant aussi. J'aime bien ce genre de choses. Chouette lecture. Et le dernier, où là je vais vraiment, mais vraiment galérer, Mojuncha, le tome 1, Panthère des Ténèbres de Noir d'Absinthe, de Sarah Pintado aux éditions Noir d'Absinthe. On est dans l'équivalent de l'Inde, où il y a un Mojuncha, le roi, qui s'appelle Shantaro, qui est marié avec une jeune femme. Enfin, c'est pas le début de l'histoire, hein, mais je saute en passage, on va dire. Et sauf que cette jeune femme, avant d'être mariée avec lui, vivait avec son père et que son père avait un des serviteurs qui s'appelle Japsaro, descendant des rois panthères, qui se trouve être un kunji. Donc les kunji c'est la basse classe mais complète quoi. C'est l'équivalent des intouchables en Inde. C'est vous dire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment les gens qui sont vraiment plus bas, qui ont les tâches les plus ingrates à faire, ce genre de choses. Hein. Et en fait, lui pensait qu'elle était amoureuse de lui, sauf que pas du tout. C'était juste à ses yeux son meilleur ami et ça s'arrête là. Et une fois qu'elle va être avec Shantaro, elle va être tellement amoureuse de Shantaro qu'il n'y aura plus personne d'autre au monde pour lui, pour elle du moins. Et Japsaro va vouloir se venger en faisant appel au pouvoir de Panthère des Ténèbres, son avatar. Parce qu'il faut savoir que les Mojuncha, donc les rois, peuvent être nommés que sur certaines conditions, à la condition que les 4 avatars l'acceptent et qu'ils soient mariés avant un certain âge, je ne sais plus combien, et qu'il ait un enfant avant un certain temps aussi. Ça c'est les conditions. Je pense avoir posé les bases. J'espère, si c'est trop flou, n'hésitez pas à lire le résumé parce qu'il est beaucoup plus clair. Et encore que le résumé ne dit vraiment, mais vraiment pas grand chose. C'est une histoire extrêmement complexe où il est question de politique forcément, il y a un rapport avec les différentes classes sociales, il y a... Mais là en plus dans ce tome là ce que j'ai adoré c'est qu'on traverse plusieurs décennies, ce qui fait qu'on va arriver déjà avec les enfants du Mojuncha. En plus le Mojuncha a une maîtresse, on peut dire ça comme ça, une guerrière qui s'appelle Nero. Nero au début je l'ai détestée, profondément détestée, elle me paraissait insupportable. Et au fil du temps, on se rend compte que tous les personnages, mais tous, sans exception, sont d'une complexité incroyable. On ne peut pas les mettre dans une case. Ils sont tellement humains que justement, malgré la position qu'ils occupent dans la société, ils font des erreurs. Comme ils peuvent ne pas en faire, comme ils peuvent prendre de bonnes décisions ou de mauvaises décisions. Là, il y a le dernier enfant du Mojuncha, une petite fille. J'ai hâte d'en savoir plus parce que elle a un truc, cette gamine. Je pense qu'elle va être la clé de tout de la suite de la saga. J'en suis convaincue. Je l'ai beaucoup aimé. Comme son oncle. Son oncle, il est adorable. J'adore comment il s'occupe d'elle. Pourtant, au début, c'était pas gagné avec ce roman. Parce qu'au début, je me suis dit, ouais, de la fantasy romance. Mais très vite, on part sur autre chose. En fait, à partir du moment où Mojuncha et à partir du moment où on rencontre Shantaro, déjà, il se passe un truc. Et plus on avance, et plus la complexité du roman se présente, et plus les différents aspects, les sous-histoires, etc. s'imbriquent les unes dans les autres, et il faut suivre. Donc faut pas attendre entre deux lectures trop longtemps, sinon vous allez vous perdre, ça c'est sûr. Mais sinon c'est vraiment intéressant, ça change, c'est rafraîchissant dans la fantasy, surtout que c'est dans l'équivalent de l'Inde, donc c'est une culture qu'on voit pas beaucoup en fantasy, je trouve ça dommage, parce que c'est une culture très intéressante et qu'on ressent là-dedans. Très franchement, il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de connaissances sur cette culture-là pour suivre. À partir du moment où vous avez compris où vous trouviez, ça va tout seul.
Et franchement, et j'aime beaucoup le fils aîné aussi de Shantaro. Enfin, j'aime beaucoup le personnage. Tous les personnages en fait sont intéressants. Ils sont tellement complexes mais tellement bien. Il y a la meilleure amie de son fils, du fils, qui aussi, je pense, va avoir un impact très intéressant sur la suite. Je pense. Je suis curieuse, très franchement curieuse, parce qu'en plus, par moment, l'autrice s'amuse à vous présenter ce qui se passera plus tard, mais sans vous dire certaines choses, beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Ouais, c'est subtil. Après, je l'ai lu il y a pas mal de temps, c'est aussi pour ça que j'ai du mal à vous en parler. N'oubliez pas qu'il y a mes chroniques écrites, si jamais vous avez besoin de plus d'infos. En plus, je classe tout par maison d'édition, ou je vais faire un truc là-dessus prochainement sur le blog, je sais pas encore comment. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire, je vous souhaiter une bonne soirée, un bon week-end et vous dire à très bientôt. Salut!